Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de nouveau avec Jean-Charles Bouchou, je suis très heureux d'être là. Comment ça va Jean-Charles? Très bien, très, très bien. En forme avec le beau soleil de Oh, Montpellier magnifique, c'est qui incroyable, n'est on a pas, une chance formidable. ouais, qui n'est pas encore au rendez-vous, malheureusement. Alors aujourd'hui, Jean-Charles, on va faire quelques petites questions comme ça, dans un format tranquille. Ouais, tranquille. Juste avant, avec Jean-Charles, on avait fait une formation pour vous gratuite de 4 vidéos. 4 vidéos pour comprendre la perversion narcissique et aussi surtout pour aller de l'avant, pour se reconstruire. Donc si ça vous intéresse, ces 4 vidéos gratuites, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Alors on va commencer, Jean-Charles, avec une première question. On le remarque souvent, une victime, après une relation avec un pervers narcissique, semble assez souvent fascinée. Il y a comme une sorte d'obsession, une fascination pour la relation, pour cette personne. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement cette obsession, Ouais. Jean-Charles? Comme si on avait créé un fantasme et qu'on reste à courir après ce fantasme. Je suis désolé, un petit peu comme un âne qui court après une carotte qu'on lui tend devant mais qu'il n'attrapera jamais. Alors, je me suis aperçu d'une chose vraiment surprenante, c'est que dans l'addiction, on est addict à un produit ou à une personne à la hauteur de ce qu'il ne nous donne pas. Hmm. C'est magnifique à comprendre et vraiment ça permet de comprendre la drogue. Si tu veux, dans une drogue, si tu trouvais la drogue idéale, tu vois, tu la prendrais, elle t'emmènerait au paradis et tu verrais vraiment, tu comprendrais plein de choses. En redescendant, tu dirais ça y est, j'ai compris, je l'ai vécu, je n'ai plus besoin de le revivre. Alors que si tu prends une drogue comme celle qu'on trouve dans les rues, qui te donne une promesse, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, mais tu ne trouves rien, il y a un phénomène, c'est qu'on veut justifier ce qu'on a fait. Et on va le justifier par un fantasme. Oui, d'accord, c'était pas mal, on va dire, mais en fait, c'est pas vrai. Et puis on se dit, mais la prochaine fois, ça sera mieux encore. Et on va reprendre la drogue et on va la reprendre encore et on devient addict à ça. C'est pareil avec les gens. Imagine, un enfant doit quitter ses parents parce que voilà, il a 18 ans, c'est l'âge de partir. S'il s'est senti suffisamment aimé, bien sûr, il y a une blessure à l'idée de partir, c'est difficile, il y a un petit deuil à faire, mais il n'empêche qu'il va pouvoir le faire. Alors que si son parent ne lui a rien donné, j'ai l'impression que beaucoup, je ne veux pas généraliser, restent en se disant mon parent finira bien par me dire qu'il m'aime, ou finira bien par me dire que je suis quelqu'un de bien. Voilà, tout ce qu'il n'a jamais eu. Et il va rester accroché à ses parents à la hauteur de ce qu'il n'a pas reçu, et non pas à la hauteur de ce qu'il a reçu. Le pervers narcissique, en quelque sorte, Oui, fait en sorte de frustrer sa c'est victime. ça. Il y a une Ouais, promesse, ouais. il y a une promesse, ça c'est Mais jamais certain. atteinte. D'ailleurs, les mots ont été dits certainement au moment de la séduction, c'est-à-dire dans les tout premiers temps de la relation, mais rappelez-vous que c'était que des mots. Dans la réalité, il ne vous a rien donné. Il ne vous a rien donné, sinon de vous dire que vous êtes nul, que vous ne valez rien, qu'à cause de vous tout va mal, etc. Et on reste là à se dire, oui, mais je vais combler, je vais faire mieux, je vais lui donner plus, je vais le soigner. On a beaucoup de sauveurs chez les victimes. Ouais. Je vais être son médicament. Et il finira bien, ou elle finira bien par me dire ce que j'ai envie d'entendre, Hmm. ce que j'ai besoin de recevoir. Et donc on reste addict. Et si un jour il y a la cassure de la relation, on reste effectivement fasciné en se disant quel dommage, ça aurait pu être si bien. Parce que le pervers narcissique, quand il rencontre une personne, c'est vrai, il donne rien. Il donne beaucoup de promesses. Il montre finalement ce que la victime a envie de voir, Oui, au fond. oui. C'est En parole. en parole. En parole. C'est une belle illusion et on Oui, s'attache à cette illusion. oui. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on n'aime pas un pervers, on aime l'illusion qu'il a créée. Oui, ou que l'on a créé soi-même. Oui, c'est ça. Il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'on est très très fort pour fabriquer du fantasme. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique que le pervers narcissique, il est si froid? Il y a cette espèce de vide. Est-ce que le pervers narcissique, par exemple, il serait capable de rester seul? Comment il gère la solitude? Je pense qu'il aura beaucoup de mal à vivre seul parce qu'il a besoin d'un tiers, c'est-à-dire de sa victime, dans lequel il doit se décharger. Les mécanismes de défense pervers narcissique s'appuient sur un phénomène de clivage, c'est-à-dire je me coupe en deux et je montre le meilleur de moi-même, hein, ou ce que j'ai envie de montrer, même si c'est que des paroles, et le plus mauvais, je vais le mettre de côté et ça, je vais l'attribuer à une victime. J'ai besoin d'une victime pour pouvoir avoir ce double mouvement de montrer quelque chose ou de promettre quelque chose de bien et de me décharger dans une relation fusionnelle
de ma mauvaise part. À chaque fois que j'en arrive là, je donne l'exemple du Dr Jekyll et Mr Hyde qui a peur de se couper en deux, de devenir deux personnes, et qui le devient d'ailleurs dans le roman. La personnalité perverse narcissique va faire une relation fusionnelle avec un conjoint, avec un employé aussi, hein, ou avec un enfant. Et dans la relation fusionnelle, à deux nous ne faisons qu'un, il va dire « moi je suis le bon Dr Jekyll et toi tu es le vilain Mr Hyde ». Donc il est obligé d'avoir au moins une personne à ses côtés. Alors là, on voit à la fois comment il peut utiliser sa victime comme une poubelle émotionnelle. Oui, c'est ça. Que lui, c'est le meilleur, et elle ou lui, c'est le diable. Oui. Mais est-ce que aussi, parfois, le pervers narcissique ne peut pas s'approprier les qualités de Ah sa oui, victime? oui. Ça peut même aller très loin. Je crois que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo où la personne disait j'étais sportive, j'avais des trophées, c'est-à-dire des coupes. Elle ramenait les trophées, les mettait sur une étagère, et lui prenait ses trophées. Donc c'était concret. Donc là, on est au-delà de la perversion narcissique. Là, on a atteint pratiquement la schizophrénie. Et il montrait aux gens, il disait, ça, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui ai gagné cette coupe. Oui. Il était fier de la coupe. Mais c'était la coupe de sa compagne. Est-ce que le pervers narcissique, donc là, on a l'impression finalement qu'il prend la victime comme une extension de lui-même, quelque part. Oui. Est-ce qu'il fait cette différence? Est-ce qu'il est conscient que il la prend comme ça, comme une extension de lui-même? Il est conscient de tout ça? Non, il ne peut pas en être conscient. S'il pouvait en prendre conscience, il décompenserait en schizophrénie. Okay. Hein, parce que un des mécanismes de défense, donc on vient de voir le clivage, est essentiel, mais le plus gros, ça reste le déni. C'est l'incapacité justement à prendre conscience des choses. Il est inconscient de ce qu'il fait et des raisons pour lesquelles il le fait. C'est quoi exactement la schizophrénie, pour expliquer en 2-3 mots? Dans la schizophrénie, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense schizophrènes, mais qui, au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, c'est-à-dire j'ai peur de me couper en deux, vont se jouer à l'intérieur d'une relation, c'est-à-dire dans la relation fusionnelle, je le disais tout à l'heure, je suis le bon Dr Jekyll, tu es le mauvais Mr Hyde. Tu vois, on pourrait presque parler de schizophrénie relationnelle. Le schizophrène, lui, réellement se coupe en deux. Il devient vraiment Jekyll à un moment donné et Hyde à un autre. C'est très étonnant. Si tu as rencontré des schizophrènes, vraiment, tu parles avec quelqu'un, à un moment donné, tu parles à une personne, et 2 minutes après. Ouais, quelques minutes après, tu parles à une autre. Et qui a des réactions, mais radicalement différentes. C'est plus la même personne. Et parce qu'il y a aussi ce double visage chez le pervers narcissique. Ah, complètement, oui. Alors, quelle est la différence, quelque part? On n'est pas très éloigné. Hein. Les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense qui se mettent en place justement pour éviter de sombrer dans une schizophrénie ou dans une psychose, parce qu'il n'y a pas que la schizophrénie. Tu vois. Mais donc, en mettant en place les mécanismes de défense pervers narcissiques, on surnage. Et bien souvent, et ça c'est très intéressant aussi, c'est important de le dire, c'est la victime qui va à un moment donné développer des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la schizophrénie. Qui ne sont pas des symptômes schizophrènes. Pourquoi? Parce que le schizophrène, il est structurellement schizophrène, alors que la victime, elle est conjoncturellement, c'est-à-dire en réaction à ce qu'elle vit, elle va développer des phénomènes, des mécanismes de défense schizophrènes. D'accord? C'est-à-dire si tu as affaire à deux personnes, au bout d'un moment, deux personnes en une, au bout d'un moment, tu vas lui parler différemment en fonction de si tu as affaire à Jekyll ou si tu as affaire à Hyde. Tu vois, et tu commences à avoir des réactions qui sont très bizarres. Et pour du public qui observerait une relation entre quelqu'un, entre une victime et son pervers, comme on dit, ça paraît bizarre. C'est très bizarre, y compris de la part de la victime. Et c'est d'ailleurs pour ça, parfois, à la fin, on voit souvent les victimes qui sont traitées de fous ou de folles. Ah oui. Parce que le PN, voilà, comme tu as dit, ouais. Il crée quelque chose, il nous chamboule, et ça perturbe, et donc les gens à l'extérieur ne comprennent pas. La bonne nouvelle, c'est que si les mécanismes de défense que j'ai mis en place sont conjoncturels, à partir du moment où je vais être séparé de mon pervers, ces mécanismes de défense vont tomber. Ils peuvent rester dans une nouvelle relation au début, c'est-à-dire qu'on a peur, on se dit « ouf, j'ai dit une bêtise, l'autre va mal réagir ». Puis l'autre, en fin de compte, il ne réagit pas du tout. Donc il va peut-être y avoir un temps de réadaptation, mais très rapidement, ces mécanismes de défense tombent. Quel conseil on pourrait donner à une personne qui a peur de retomber sur un pervers narcissique parce que justement, elle ou il ne sait pas ce que c'est qu'une relation saine? Ouais, ah oui. C'est quoi une relation saine? Ouais. C'est compliqué. C'est difficile à dire, ouais. Si, c'est une relation de respect, qui est fondée sur le respect, un respect, échange, amour. Ce qu'on peut dire à ces personnes, c'est faites-vous confiance. Apprenez à vous faire confiance. C'est important parce que beaucoup de victimes te diront
Au début, je savais. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, ça va passer. Ou je me suis dit, oui, ben, on ne doit pas juger l'autre. Ça, je l'entends beaucoup. Qui suis-je, moi, pour juger l'autre ? L'autre a des défauts, mais moi, sans doute, j'en ai aussi. Non, mais c'est faux, ça. Si à un moment donné, vous sentez que ça ne va pas, si vous vous posez la question, est-ce que je suis avec un pervers narcissique ? Moi, on me pose tellement souvent la question. À ce moment-là, je réponds, mais peu importe que vous soyez avec un pervers narcissique ou autre chose. Est-ce que vous vous sentez bien dans la relation ? C'est-à-dire se reconnecter à soi-même. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre le mental, d'un côté, et le ressenti de l'autre. Oui, le corps, tout à fait. Le corps dit... ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je me sens mal, je suis nerveux. Hein, et le mental répond, oui, mais ça va passer. Donc apprendre à s'entendre, apprendre à s'écouter. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que le thème du pervers narcissique, hein. C'est pour tout. À un moment donné, tu as mal au cœur, tu dis ouais, ça passera, ou tu as une douleur quelque part et tu ne cherches pas à comprendre pourquoi. Notre corps nous parle, notre organisme nous parle et nous dit des choses. Apprenons à nous entendre. Et pourquoi on ne s'écoute pas ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne s'écoute pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est notre société qui nous pousse à ça ? C'est possible. Hein. C'est possible. Dès qu'on commence à se poser des questions, on est très rapidement un complotiste. C'est très à la mode ce mot. Ben oui. Et on ne va jamais demander à la personne « Ok, vous avez des doutes, mais peut-être que vous vous trompez. » Mais pourquoi mettre ce mot de complotiste tout de suite ? Et pourquoi pas se poser la question « Mais pourquoi est-ce que je doute ? Sur quoi je m'appuie pour douter ? Peut-être que c'est complètement en lien avec moi, peut-être que c'est une petite paranoïa, que j'ai besoin de douter. Mais ça s'analyse, ça s'entend. Alors que dans notre société, on vous dit non, stop. On a une phrase qui est on ne vous entend pas. Vous êtes un complotiste, c'est terminé, vous n'avez plus le droit de parler. On nous enferme dans une pensée. C'est ça. Mais tu vois, le problème même, il peut se jouer avec l'alcool. À un moment donné, je bois un verre, je bois un deuxième verre, je bois un troisième verre, puis mon corps, je ne sais pas, je vais avoir des nausées, je vais avoir quelque chose. Et on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on continue et on boit encore plus. On n'écoute pas notre corps, résultat, le lendemain, on est malade. Après, on peut entendre les symptômes et ne pas en tenir compte consciemment. On peut dire, bon, ben, je sais que ce soir, je vais trop boire, je l'ai choisi, demain, je ne serai certainement pas bien, il me faudra peut-être quelques jours pour m'en remettre, c'est mon choix. Ça, c'est différent. C'est différent, on a entendu. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand on ressent des symptômes et qu'on n'en tient pas compte. On ne prend pas conscience. C'est ça, on n'en prend pas conscience. Peut-être que quand on ne s'écoute pas aussi, est-ce que les victimes, souvent, ont ce point en commun d'avoir des blessures émotionnelles ? Est-ce qu'il y a un phénomène de répétition ? Oui, aussi. Oui, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. De toute façon, moi, c'est mon métier en tant que psychanalyste. Quand quelqu'un me raconte une situation qu'il vit dans l'actuel, je cherche à voir avec quoi ça fait écho dans sa structure, dans son histoire. Et c'est souvent en allant travailler sur l'histoire que dans l'actuel, ça va se dénouer. Est-ce qu'on retrouve un point commun dans le passé des victimes ? Il faut faire très attention aux points communs, c'est dangereux. Quand on reçoit une personne, dans mon métier, hein, c'est la première fois qu'on la reçoit. Idéalement, il faudrait que ce soit la première fois qu'on reçoit un patient et que nous aussi, nous soyons tout neufs. Donc pas trop chercher les points communs. Le point commun, c'est bien souvent la répétition de situations de l'enfance, qui sont parfois très faciles à repérer, c'est-à-dire c'est la répétition à l'identique, mais quelquefois c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que ça ne ressemble pas tellement, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la répétition. C'est-à-dire que tout à l'heure nous parlions de l'organisme, donc l'organisme il nous envoie des symptômes, la répétition est un symptôme. C'est notre organisme nous demande à aller retravailler sur une situation de l'enfance. Et pour ça, il y a cette répétition qui fait qu'on va être obligé aujourd'hui de travailler sur ce qui nous a blessés il y a si longtemps. Alors en parlant d'enfance, là on a parlé un petit peu de l'enfance des victimes, est-ce que les pervers narcissiques ont eu un moment donné dans leur enfance un traumatisme ou quelque chose qui les a poussés à devenir pervers ? Oui, sans doute. Sans doute. Sans doute, ouais. Mais le problème, si tu veux, du pervers narcissique, c'est qu'il ne consulte pas. Donc la question, il ne viendra jamais te la poser. Mais après, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ? Parce qu'il existe aussi beaucoup de personnes qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques sans être des pervers narcissiques. Les gens qui sont très touchants. Tu prends le borderline, par exemple. Borderline, c'est quelqu'un qui va évoluer d'une névrose narcissique, si tu veux, à la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure. Et il fait comme ça des allers-retours. Donc, je disais, les mécanismes de défense pervers narcissique, c'est comme une porte d'entrée-sortie de la schizophrénie. Donc, au moment où il se rapproche de la schizophrénie, là, il met en place des mécanismes de défense pervers. À cause de toi, c'est ta faute, c'est de la faute de l'autre. Et puis, il décompense, tu vois, il rentre en schizophrénie,
Et puis il en ressort. Et quand il en ressort, c'est extrêmement touchant parce que la personne va venir te présenter des excuses qui sont des excuses sincères. Et là, c'est très compliqué pour la personne qui accompagne ces gens-là, c'est que si tu dis « ouais, mais c'est pas normal, moi, tes excuses ne suffisent pas » par exemple, tu peux l'amener à régresser à nouveau. Tu peux le renvoyer dans sa schizophrénie. Et si à l'inverse, tu es trop gentil comme une bonne mère qui dit « non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, etc. », tu le confortes dans ses mécanismes de défense. C'est extrêmement difficile de réagir avec des personnes comme ça. Que lui, le PN, par exemple, quand il s'excuse, c'est pas sincère. Il s'excusera jamais. Il s'excuse pas. Non. Il peut le faire de façon stratégique. Il le fera de façon stratégique si tu lui dis « puisqu'il s'est passé ça, alors je te quitte ». Et à l'extrême, oui, il va te dire « mais je comprends ce que tu me dis, je suis vraiment désolé et je veux que tu saches à quel point je t'aime ». Et là, waouh, les victimes, elles ont tellement attendu qu'on leur dise ça, qu'elles disent « ça y est, enfin on y est arrivé ». Et l'après-midi, ça recommence à l'identique. Ça s'en va et ça revient. Ouais. Effectivement, dans ce cas, on peut avoir des excuses. Quelquefois même, il pourrait consulter. Ouais. Parce que l'autre lui dit « si tu ne consultes pas, je te quitte ». C'est un des rares cas où en thérapie, on pourrait avoir quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers. Mais bon, ça ne tient pas. Ça tient pas. Si on ne va pas dans son sens. Parce que là aussi, il y a le danger du gentil thérapeute à qui on va dire « j'ai mal parlé à mon conjoint ou à ma conjointe » et le thérapeute va dire « oh oui, ce sont des choses qui arrivent ». À ce moment-là, on va le conforter dans ses mécanismes de défense pervers. Il ne faut surtout pas faire ça. S'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, on ne rassure pas nos patients. Okay. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Il y avait une phrase que j'avais lue dans un des livres de Paul-Claude Racamier, quand il dit cette phrase « le PN n'est pas dans la pensée, il est dans l'agir ». Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Il n'est pas dans la pensée, il est sur... Moi j'aurais dit il n'est pas dans le fantasme, mais ça revient pratiquement à dire la même chose. Fantasme, c'est un lieu qui est vraiment très intéressant. Imagine, tu te disputes avec ton conjoint, et dans le même temps, quand tu sors de chez toi, tu vois ta voisine qui te fait un joli sourire. Et là, tu vas nourrir des fantasmes. Ouais, puis si mon conjoint ou si ma conjointe ne veut plus de moi, après tout, je plais, blablabla, tu vas te faire tout un film. Et ce film-là permet de supporter des difficultés de la vie. C'est ce qu'on appelle le fantasme. Et en plus, c'est sans danger parce que personne ne sera jamais au courant, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'agir. Alors que les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers, eux, ils sont dans l'agir. Ils sont pas, c'est leur incapacité à fantasmer, ou pour le dire autrement, leur incapacité à se contenter du fantasme, qui fait qu'à un moment donné, ils sont dans le passage à l'acte. Est-ce que, parce que là, on dit il n'est pas dans la pensée, mais je trouve quand même que le pervers narcissique a cette capacité, par exemple, si demain il se fait quitter ou il se sent, on dit tiens, tu es coupable, tu es pervers, il va avoir quand même cette capacité, à un moment donné, déformer la réalité en se disant non, si elle m'a quitté, c'est pas parce que j'ai été méchant, c'est parce que. Donc il se raconte une histoire à un moment donné quand même. Il la raconte à haute voix. Ouais. Il la raconte à haute voix, non, il n'est pas tellement dans la pensée. Il va être dans. Okay. Il va créer, il va re-raconter la réalité en la racontant à sa façon. Okay. Mais ça, c'est pas de l'ordre de la pensée, ça c'est de l'ordre de l'agir. Il n'y a pas de réflexion en fait. Il n'y a pas de vraie réflexion. Il le dit, mais même il s'en rappellera pas. C'est ça. Mais tu sais, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est comme un enfant. Il suffirait qu'on se rappelle quand on avait 2 ou 3 ans, ou si on a côtoyé des enfants. Si vous dites à un enfant, quelqu'un a fait une bêtise, est-ce que c'est toi qui as fait la bêtise ? L'enfant va dire, non, c'est pas moi, c'est ma sœur, par exemple. Ouais. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de sœurs. Donc je me souviens. Et au moment où il le dit, il ment. Mais si tu reviens un instant après, oui, moi je pense que c'est toi, il va s'enfermer dans cette nouvelle vérité et il ne ment plus. Ce qu'il a dit est devenu la nouvelle réalité. C'est ça. Tu vois ? Il n'est plus dans le mensonge, je veux dire, non, il va insister. Et, il est donc dans cette réalité qu'il a recréée par sa parole. C'est un jeu vidéo presque, il crée sa réalité, ouais. il change de personnage, il s'amuse. Oui. Ouais, il s'amuse, mais c'est la vie. C'est dans la parole. On te fait, on te défait. Voilà, il suffit de dire à l'autre tu es bête et l'autre est bête. Ouais. Il n'y a aucune réflexion là derrière. Il n'y a pas de réflexion. Et c'est intéressant de voir que la victime fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que si tu dis à la victime tu es bête, la personne elle s'effondre en disant mon Dieu, je suis bête dans son discours ou je suis bête dans sa pensée. En fait, non. Si quelqu'un vous dit tu es bête, répondez-lui oui. Mais c'est comme tu dis à chaque fois, quand il dit tu, le PN, il faut comprendre je.
Oui, voilà. Et ça ne veut pas dire je suis bête, hein. Ça veut dire j'ai tellement peur qu'on l'on pense que je le suis. Hein. Le Pen a très peur. Ouais. Je crois qu'il a très peur. Oui. Et on dit que Le Pen n'a pas de culpabilité. Par contre, je crois il est habité par la honte et que tout ce qu'il fait, justement, c'est pour... C'est intéressant. Si le pervers narcissique ne connaissait pas la culpabilité, il n'aurait pas besoin d'être pervers narcissique. Hein. Mais effectivement, quand on dit qu'il ne la connaît pas, c'est vrai aussi, je m'explique. C'est-à-dire que si à un moment donné, il fait quelque chose et il se sent coupable, la pulsion intérieure est tellement insupportable pour lui qu'à ce moment-là, il dit « tu es coupable ». À partir du moment où il a dit « tu es coupable », il ne se sent plus coupable. Ça va mieux. Voilà, c'est ça. Mais s'il ne connaissait pas la culpabilité, le psychopathe ne connaît pas forcément la culpabilité. Le psychopathe, il n'y a pas besoin de culpabiliser les autres. Hein. Moi, j'avais une patiente qui me disait, ouais, un jour, j'ai donné un coup de couteau dans le ventre de mon copain. Et puis, alors, il a porté plainte. Je suis allé devant le juge et le juge a dit tentative de meurtre. Puis j'ai dit au juge, mais enfin, 3 cm dans le gras du bide, c'est pas une tentative de meurtre. C'est-à-dire, à aucun moment, tu entends de culpabilité. Pour la personne, c'est normal. Elle n'a pas dit c'est de la faute de l'autre, ou il l'avait cherché. Donc, là, à ce moment-là, je n'ai pas entendu de mécanisme de défense pervers. On est vraiment en plein dans la psychopathie. Ouais. Je ne pose même pas de questions. Ouais, 3 cm, un coup de couteau dans le ventre de mon copain. Ça va, tranquille. Alors, pour finir, Jean-Charles, s'il devait y avoir un message à tout ce phénomène, à ces personnes qui rencontrent des pervers narcissiques, qui souffrent, quel est le message qu'on pourrait donner à une victime ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça ? Qu'est-ce que ça dit de nous, de la société, de la vie ? Là, on va écrire un nouveau livre. On va écrire un nouveau livre. Des messages, il y en a plusieurs. Je pense que chacun doit trouver son propre message. Donc la rencontre avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est une invitation à s'interroger sur soi. Mais des messages, on en a déjà vu un tout à l'heure, c'est se relier à soi-même. Tu te rappelles, entre le mental et l'organisme, refaire lien. Alors comment est-ce qu'on refait lien ? Là encore, chacun va trouver sa réponse. Moi, je proposerai la méditation parce que c'est mon truc. Un autre va vous parler de Qigong, yoga, etc. C'est-à-dire refaire lien corps-esprit. Corps-esprit, ça c'est extrêmement important. On a vu le phénomène tout à l'heure de répétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'est peut-être demandé, alors il m'est demandé par mon inconscient ou par mon enfant intérieur, je ne sais pas, d'aller retravailler sur une situation qui est assez identique avec celle que je suis en train de vivre. Donc c'est une invitation à l'introspection. Après, il y en a beaucoup d'autres de choses à découvrir sur le narcissisme. Comprendre qu'à un moment donné, je ne suis pas ce que l'autre dit que je suis. D'accord ? Si tu dis, j'ai donné l'exemple tout à l'heure à quelqu'un, tu es bête, tu le blesses. C'est notre part enfant. Hein. C'est-à-dire, si tu dis à un petit enfant, par exemple, si tu dis à un petit enfant, tu es vilain, tu n'es pas beau. Tu vois, un petit enfant de 3-4 ans. Mais tu vas le blesser. Mais le petit enfant de 4 ans n'a aucune idée d'esthétique. Il ne sait pas ce que ça veut dire être beau ou pas beau. Lui, ce qu'il entend, si tu lui dis t'es pas beau ou tu es bête, c'est je ne t'aime pas. Oui. Donc, à un moment donné, ce qui est proposé, c'est de refaire lien avec soi. Et de se dire, bon ben voilà, je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Donc se désidéaliser soi-même. Et aussi peut-être désidéaliser le pervers narcissique, parce que souvent la victime peut-être le met sur un piédestal et prend trop à la lettre ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Oui. Et je crois que souvent on le met sur un piédestal. Alors donc pour se désidéaliser soi-même, il faut souvent, en psychanalyse, on désidéalise ses parents. Et quand on a compris que nos parents étaient des êtres humains, tout simplement, qui avaient des qualités et des défauts, on n'a plus besoin d'être l'enfant idéal. Donc on peut s'accepter soi-même en ayant des qualités et des défauts. Et on peut rencontrer quelqu'un en couple qui a des qualités et des défauts. Ce que ne supporte pas la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est je n'ai que des qualités. Et les défauts, c'est l'autre qui les a. D'accord ? Donc ce qu'on a à apprendre, c'est à se désidéaliser soi-même. Et puis moi je pose toujours la question, vous savez, un narcissisme qui a réussi chez quelqu'un, ça va donner quelqu'un qui a confiance en lui. Un narcissisme qui a échoué, ça va donner quelqu'un qui manque de confiance en lui. Mais moi la question que je pose, c'est quid d'un narcissisme qui aurait été dépassé ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est ni beau ni laid, ni intelligent ni bête, on a des qualités, des défauts, etc. On a dépassé ça. Sortir de l'ego, sortir du narcissisme. Ouais. Et ça, c'est vraiment une question passionnante et elle peut nous emmener très, très, très loin, bien au-delà du débat sur les pervers narcissiques. Et c'est vraiment un chemin que je vous souhaite de faire. Rentrer, s'élever. Élever son niveau de conscience. Un beau message. Bien sûr. Merci Jean-Charles pour cet entretien, c'était sympa. Et à bientôt. Et surtout, si ça vous intéresse, vous avez 4 vidéos gratuites avec Jean-Charles, une formation qu'on a réalisée ensemble. Vous avez le lien
juste en dessous dans la description. Dites-nous, posez-nous vos questions, peut-être qu'on refera ça un de ces quatre. Et moi je vous dis à très vite, je vous aime. Salut Jean-Charles. Salut, à bientôt.